Voici maintenant les mots de Lisa Fitzko elle-même, lus, alors c'est le deuxième cadeau magnifique qui nous est arrivé, lu par la comédienne Anne Alvaro, que je remercie chaleureusement. Anne Alvaro lisant des extraits de Lisa Fitzko. Cela remonte à plus de 40 ans. Je sais que c'était le 25 septembre 1940. Je m'étais couchée quelques heures auparavant lorsqu'un coup frappé à la porte me réveilla et, encore tout ensommeillé, entrebâillait la porte. Je me frottais les yeux. Devant moi se tenait l'un de nos amis, Walter Benjamin, qui, comme beaucoup d'autres, s'était réfugié à Marseille quand les Allemands avaient envahi la France. Le vieux Benjamin, comme nous l'appelions. Je ne sais pas pourquoi, il avait seulement 48 ans. Veuillez m'excuser de vous déranger, chère madame. J'espère que ma visite n'est point importune. Le monde, pensais-je, vacille sur ses bases, mais la politesse de Benjamin demeure inébranlable. Monsieur votre époux m'a expliqué comment je puis vous trouver. Il m'a dit que vous me ferez passer la frontière espagnole. Monsieur mon époux a dit ça. C'est bien de lui. Il tient pour acquis que, quoi qu'il se passe, je me débrouillerai. Mon mari ne peut pas le savoir encore, mais j'ai effectivement eu vent, depuis mon arrivée, d'un chemin sûr pour passer la frontière. L'ancien parcours, longeant le mur d'enceinte du cimetière de Cerbère, est malheureusement devenu trop dangereux. Il ne reste qu'un seul trajet, encore sûr, la route Lister. Mais cela signifie qu'il faut franchir les Pyrénées plus à l'ouest et affronter une ascension plus pénible, car les crêtes y sont plus élevées. Ça ne fait rien, assura Benjamin, du moment que c'est un chemin sûr. Je dois toutefois vous préciser que je suis cardiaque et ne pourrai pas marcher vite. Par ailleurs, je suis en compagnie de 2 autres personnes rencontrées à Marseille, désireuses de passer la frontière avec moi. À l'auberge, nous retrouvons les Gurland et leur expliquons notre plan. Ils donnent immédiatement leur accord. Nous voici donc partis tous les 4, marchant sans nous presser, en touristes soucieux seulement d'admirer le paysage. Je remarque que Benjamin porte une serviette. Sans doute l'a-t-il prise durant notre halte à l'auberge. Elle paraît lourde. Je lui demande si je puis l'aider. Elle contient mon dernier manuscrit, explique-t-il. Mais pourquoi donc l'emportez-vous maintenant? Nous sommes seulement partis en exploration. Vous savez, cette serviette est mon bien le plus précieux. Pas question de la perdre. Ce manuscrit doit être sauvé. Il est plus important que ma propre personne. Il nous aura fallu presque 3 heures pour arriver à la clairière. D'après Azéma, ça représentait environ 1/3 du trajet. Benjamin s'allongea et ferma les yeux. Je me fis la réflexion qu'il devait être épuisé. Nous nous apprêtions à repartir, mais il ne se levait toujours pas. « Êtes-vous encore fatigué ?»« Je vais bien. Redescendez tous les 3. Je reste ici. Je vais passer la nuit ici. Et vous me reprendrez au passage demain matin. » Encore pire que ce que j'avais pu imaginer. J'entrepris d'essayer de le dissuader, avec des arguments suffisamment rationnels pour qu'il les accepte. Nous sommes en pleine montagne. Il risque d'y avoir des bêtes féroces. Le coin grouille de contrebandiers. Par-dessus le marché, il n'y a rien à manger. Non, rester ici serait vraiment une idée impossible. Sa décision, répliqua-t-il, était irrévocable, car elle se fondait sur un raisonnement d'une logique élémentaire. Quel était son objectif? Passer la frontière, pour ne pas tomber, lui et son manuscrit, aux mains de la Gestapo. Il en avait atteint 1/3, mais si à présent il rentrait au village, il devrait refaire tout ce chemin le lendemain matin. Et son cœur, selon toute probabilité, n'y résisterait pas. Par conséquent, il passera la nuit ici. Notre chemin, la route Lister, était en contrebas de la route, masquée par les surplombs rocheux, et de la sorte dérobée au regard des gardes-frontières français qui patrouillaient là-haut. À certains endroits, cependant, les 2 voies se rapprochaient dangereusement, et nous devions veiller à ne faire aucun bruit. Benjamin avançait d'un pas lent et régulier. À intervalles égaux, toutes les 10 minutes, me semble-t-il, il s'arrêtait, s'accordait environ 1 minute de repos. Puis il repartait de la même allure tranquille.
Il avait élaboré ce système, raconta-t-il, au cours de la nuit. Avec cette méthode, je pourrais tenir le coup. Le principe étant de faire halte à intervalles réguliers et avant de me sentir épuisé. Il ne faut jamais aller jusqu'à l'extrême limite de ses forces. Quel étrange personnage, pensais-je. Une pensée d'une limpidité de cristal, une force intérieure indomptable. Et avec tout ça, empoté comme pas permis. Rien ne peut triompher de ma patience. Quand, bien des années plus tard, j'ai lu cette phrase, je l'ai revue grimpant ce sentier de montagne d'un pas lent et régulier. Et sa personnalité, pétrie de contradictions, m'a paru moins baroque. Nous atteignîmes enfin la crête. Je précédais les autres et m'arrêtai pour regarder autour de moi. De stupéfaction devant le tableau qui s'offrait soudainement à mes yeux. Je crus un instant à un mirage. Tout en bas, dans le lointain, là d'où nous venions, la Méditerranée bleu foncé. De l'autre côté, face à nous, des récifs tombant à pic sur une plaque de verre turquoise. Une seconde mer, mais oui, naturellement, la côte espagnole. Et derrière nous, au nord, en demi-cercle, le Roussillon et la côte Vermeille en parure d'automne avec une gamme infinie de jaune et d'ocre. J'en eus le souffle coupé. Je n'avais jamais vu pareille splendeur. Là, en bas, c'est Portbou, avec le poste frontalier espagnol. Nous étions partis à 4 heures du matin, Benyamin à 7. Nous avions donc mis de Banyuls à ici près de 10 heures. Ce jour-là, de retour à Banyuls, après mon premier voyage sur la route Lister, je ne pensais qu'à une chose. Le vieux Benyamin et son manuscrit étaient maintenant en sécurité de l'autre côté de la montagne. Quelques jours plus tard, j'appris la mort de Walter Benjamin. Il s'était suicidé à Portbou, dans la nuit suivant son arrivée. Au poste frontière espagnol, on leur avait déclaré, au Gurland et à lui, « Nous sommes obligés de vous ramener en France ». On venait de recevoir de nouvelles directives de Madrid, pas d'entrée en Espagne sans visa de sortie français. En cette ère de nouvelles réglementations, les gouvernements de tous les pays semblaient passer leur temps à édicter ordres et directives, à les révoquer, à mettre en vigueur et à annuler des instructions. Pour survivre, il fallait apprendre à se glisser entre les mailles du filet. Il faut se débrouiller. Tel était alors, pour vivre et survivre, le mot d'ordre en France. Pour nous, les apatrides, il s'agissait en priorité d'éviter le camp de concentration et de ne pas tomber entre les mains de la Gestapo. Mais Benjamin n'était pas un débrouillard. Benjamin n'avait pas les pieds sur terre. Tout ce qui comptait pour lui, c'était de mettre son manuscrit et sa personne hors d'atteinte de la Gestapo. L'ascension des Pyrénées l'avait épuisé. Et il m'en avait averti. Il ne se jugeait pas capable de recommencer. Mais il avait tout prévu. Il s'était muni d'une dose de morphine suffisante pour mettre fin à ses jours. Le manuscrit n'a pu être retrouvé, ni à Portbou, ni à Figueras, ni à Barcelone. On avait seulement, à l'époque, inscrit sur le registre des décès que le défunt avait en sa possession une sacoche en cuir noir. Unos papeles más de contenido desconocido, renfermant des papiers à la teneur inconnue. Aujourd'hui que Benjamin est reconnu comme l'un des grands penseurs et critiques littéraires de ce siècle, on me demande parfois, que vous a-t-il dit de son manuscrit? A-t-il divulgué quelque chose de son contenu? Y développait-il un nouveau système philosophique? Juste ciel! J'avais amené mon petit monde au sommet des Pyrénées et ça me suffisait amplement. La philosophie pouvait attendre. L'enjeu était de sauver quelques êtres humains, de leur éviter de tomber aux mains des nazis. Et moi, je me retrouvais, sous ma houlette de passeur improvisé, avec ce sacré phénomène, le vieux Benjamin,
que rien n'avait pu convaincre de se séparer de son lest, cette sacoche en cuir noir. Bon gré mal gré, il nous fallait traîner le monstre par-dessus la montagne. « Est-ce que cela peut se reproduire ?» demande Marlène. De la même manière? Non, je ne crois pas. Mais les incubateurs du fascisme ne connaissent pas de frontières, qu'elles soient géographiques ou temporelles. À tes yeux, le nazisme n'est donc pas un phénomène typiquement allemand? Demande-t-elle encore. J'essaie de lui expliquer. L'inhumanité est typique du fascisme, pas du caractère d'une nation. Seules les formes changent. On aimerait croire que le seul coupable, c'est le caractère du peuple allemand, car alors on pourrait se dire « Cela ne peut arriver chez nous ». Mais ceux qui croient ça n'ont rien appris. « Et toi ?» demande Marlène. « Ton pays, c'est où maintenant ?»« Maintenant, chez moi, c'est ici. Et partout où des hommes rêvent de paix et de liberté. » Voilà des mots qui résonnent très fortement au présent, chère Edwy Plenel. Je ne sais pas si vous êtes avec nous. Je suis là. Vous êtes là. Bonjour Edwy. Bonjour. J'entends encore ces mots résonner. Comment avez-vous rencontré les pas de Lisa Fitko? Parce que, au fond, on vous sait journaliste, écrivain, mais vous nous apprenez vraiment la marche. Non seulement que vous êtes marcheur, Oui. mais ce que c'est que la marche. Ça semble une banalité, bonsoir. mais ça n'en est pas une. Bonjour ou bonsoir à toutes et tous, et sachant que nous sommes dans un dialogue du tout monde, sans frontières et sans horaires, de profession, d'engagement professionnel, je suis, comme disait Charles Péguy, dans les misères du présent. Pour m'en échapper, très souvent, je randonne, je marche, je m'échappe pour chercher une ligne de crête, chercher un horizon, sortir de tout ce qui est mon matériau, et mon matériau n'est pas forcément réjouissant. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, via la marche, en marchant, Lisa Fitko. Des amis de Céré, dans les Pyrénées, m'avaient parlé, par complicité, j'y reviendrai, autour de Walter Benjamin, de cette réhabilitation d'un chemin Walter Benjamin. Et la première fois où j'ai été le faire, sur le premier poteau électrique, avant qu'on rentre dans le chemin, j'ai vu écrit à la main, derrière le panneau chemin Lisa Fitko, quelqu'un qui a écrit, non, plutôt chemin Walter Benjamin, c'est le nom officiel, et j'ai vu chemin Lisa Fitko. Et du coup, j'ai découvert le livre, découvert son histoire, et je n'ai eu de cesse, et grâce à l'amitié, à la générosité, à la complicité de Maurice Hollander, on a pu faire cette réédition. Dans cette histoire, moi, je ne suis qu'un passeur symbolique, pas un passeur aussi actif et aussi nécessaire, essentiel que le fut Lisa Fitko, très concrètement, pour des hommes, des femmes, en 1940-41. L'ironie de cette histoire, de ce hasard très poétique, au fond, c'est que dans un des textes que commande d'ailleurs Michael Lowy de Walter Benjamin, très fascinant et très écologique, en effet, avant l'heure, le capitalisme comme religion, il y a dans un des fragments de ce texte une phrase très énigmatique de Benjamin, « Vaincre le capitalisme par la marche à pied ». Bon, d'une certaine manière, je pourrais dire que, sans le savoir, j'ai appliqué le programme. Alors, sur Benjamin et ensuite sur Lisa Fitko, la complicité avec Benjamin et Bruno, depuis, j'ai lu votre grande œuvre et j'ai vu toute la complicité qui fait notre rencontre de ce soir. Mais en fait, c'est pour moi, qui suis d'une autre génération que ceux que je vais citer,
j'ai découvert avec ses aînés, qui sont Michael Lowy et Daniel Ben Saïd, disparus il y a de cela précisément 11 ans, le 12 janvier 2010. C'est par eux que j'ai rencontré Benjamin, que j'ai rencontré au fond une œuvre polysémique, inclassable, dissidente, hétérodoxe, comme l'a dit Michael tout à l'heure, qui est en permanence stimulante, qui est en permanence dans une projection d'un futur avenir, d'une attente de ce Messie qu'est l'événement pour nous autres, que nous soyons journalistes ou en quête de changement. Pour moi, il y a deux passages dans toute l'œuvre de Benjamin qui sont comme des talismans. Le premier, je l'ai mis en exergue de l'avant-propos à cette réédition, quand il dit il faut fonder l'idée de progrès sur l'idée de la catastrophe. Que les choses continuent comme avant, voilà la catastrophe. Nulle glose n'est nécessaire pour comprendre que nous y sommes, dans toutes les dimensions écologiques, démocratiques, sociales, civilisationnelles. Que ça continue comme avant, c'est la catastrophe. Nous y sommes, nous y sommes. Et puis l'autre, c'est évidemment ce qu'a fort bien commenté dans le livre que vous avez primé de Michael Lowy, cette histoire du frein d'urgence, où tous les mots ont leur importance par rapport à des cultures avant-gardistes, où on se sent propriétaire du bien, de la révolution, des lendemains qui chantent. C'est pas... Alors, non, non, c'est pas la locomotive qui serait, qui écrirait l'histoire avec des rails. Donc ça veut dire que dans la locomotive, il y a des spécialistes qui savent la conduire et que les rails disent que l'histoire est écrite. Non, l'histoire n'est pas écrite. Et la révolution, nous dit Benjamin, eh bien c'est le moment où les passagers du train, et ça c'est important, les passagers du train, ils ont pris le même train, mais ils n'allaient pas à la même station, ils n'ont pas forcément la même histoire, la même sensibilité, la même opinion, mais à un moment, dans leur diversité, ils se rendent compte que le train va dans le mur ou dans le gouffre. Et là, du coup, ils prennent conscience qu'il faut l'arrêter et créer l'événement qui est l'imprévu, l'inédit, l'inattendu. On tire le signal d'alarme et le train s'arrête. Et donc, il y a là quelque chose qui m'amène à Lisa Fitko, les passagers du train. Ce qui est très frappant dans le livre de Lisa, et dans la façon dont elle parle, y compris en faisant parler Hans, parce qu'il faut associer la mémoire de Hans, le grand-père de Mona et Kim, qui est là, et son compagnon de lutte pendant 15 ans au préalable, qui est un anti-nazi précoce et formidable, un militant de la clandestinité, qui a de la bouteille et qui est admiratif de l'audace et du courage et de la débrouillardise de Lisa. Et ce qui est frappant, c'est qu'ils sont l'inverse du sectarisme. Ils ne font pas le tri. Ils ne demandent pas aux gens non seulement leur passeport, mais au fond, est-ce que tu es du bon parti? Est-ce que tu as défendu la bonne position? Non, ils sont dans l'essentiel, dans l'urgence. Et là, on est au cœur dans cette attitude de résistance, dans ce que disait, par exemple, le fondateur de SOS Méditerranée. Quand on sauve quelqu'un dans la mer, on ne lui demande pas d'où il vient et pourquoi il essaye de traverser la Méditerranée. On sauve une vie. Et en sauvant une vie, on nous sauve nous-mêmes. On sauve l'âme, notre âme, l'âme de l'Europe. Cette idée que les hospitaliers, ceux qui traversent les frontières, vraiment, voilà, sont au cœur de cet engagement premier, de ce moment où on a rendez-vous avec soi-même, avec sa liberté, avec sa responsabilité. Et vraiment, le livre de Lisa, et de ce point de vue, y compris, ça a été rappelé dans la façon dont elle a répondu au président allemand quand elle a eu le prix, la médaille plutôt, quand elle a été honorée par la République fédérale, c'était avant la réunification. Il y a là un message formidable. Arrêtons de nous prendre la tête sur est-ce qu'on a le bon programme, est-ce qu'on a le bon candidat, est-ce qu'on a la bonne réponse. Déjà, résistons. Déjà, soyons au rendez-vous. Enfin, je voudrais dire, et en faisant un petit cadeau à Mona et Kim, qui nous ont fait l'honneur d'être présentes tout à l'heure, avec y compris l'arrière-petite-fille
donc les filles de Stéphane, le fils de Benjamin. Il y a quelque chose chez Lisa qui vraiment, par rapport à notre époque, pour moi, me bouleverse. Ce n'est pas un passé antiquaire, ce n'est pas j'ai été victime, Lisa a été juive et fuyait la persécution, la destruction des juifs d'Europe. Mais je ne vais pas faire de mon malheur une sorte de revendication comme si j'étais propriétaire de la souffrance du monde. Ce n'est pas un passé antiquaire au sens de l'expression de Nietzsche, ce n'est pas un passé figé, ce n'est pas une prison du malheur, c'est au contraire une exigence d'être au rendez-vous du malheur des autres. Et le cadeau que je voulais faire, que j'ai découvert en travaillant pour cette réédition, que j'ai découvert, c'est ce moment où en 1932, un an avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler, la mère de Stéphane, donc la grand-mère de Mona Haïtim, s'impatiente, la grand-mère, non, l'arrière-grand-mère, pardon, s'impatiente. Non, la grand-mère, pardon, c'est la femme de Benjamin, je me mélange, s'impatiente sur un jeu de société qu'ils font auprès de son fils. Et elle lui dit quand même, vraiment, là, on ne va pas y passer la journée. Et là, note Benjamin dans ses carnets, il dit, Stéphane, il notait les remarques, les traits de génie, comme on nomme souvent les enfants, de Stéphane. Il n'existe pas ici de salle d'attente pour âme. Personne ne nous attend. Tout dépend de nous, de notre responsabilité, de notre liberté. Et donc voilà, ça a été dit tout à l'heure dans votre dialogue avec Péchanski, avec Daniel Péchanski, qui faisait allusion à un autre livre paru dans la collection Maurice Hollander de François Hartog sur les régimes d'historicité, le présentisme. Nous combattons une époque d'un présent monstre, d'un présent qui nous assigne, qui nous enferme, qui nous immobilise, qui nous fige. Et ce que nous avons travaillé par cette réédition et que nous travaillons tous ici et que vous faites avec votre prix, c'est de travailler la discordance des temps, de refuser d'être prisonnier d'une temporalité, de jouer dans ce passé plein d'à présent. Et de ce point de vue, Michael le disait tout à l'heure, il faut défendre la tradition, pas au sens justement d'une tradition figée. Les meilleures avant-gardes, dans les moments comme ceux que nous vivons de troubles, d'incertitude, d'obscurité quelque part, ce sont celles, et ça vaut dans les arts, ça vaut dans la politique, ça vaut dans tous les domaines, ce sont celles qui, dans la modernité, en ne mésestimant pas la modernité, en l'épousant comme nous le faisons par notre rencontre digitale numérique, en épousant la modernité, y défendent le meilleur de la tradition. Et c'est ces avant-gardes-là qui sauveront, comme le fut le mouvement surréaliste, et Michael Lowy, vous le savez, est engagé dans le mouvement surréaliste aujourd'hui même, c'est cela, c'est cette attitude-là qui nous sauvera, qui nous permettra de nous échapper dans cette histoire qui n'est pas écrite. Merci Edoui, merci pour vos mots. Alors, puisque vous évoquiez la générosité de l'éditeur, ça me fait penser qu'un éditeur, c'est un être hospitalier au fond. C'est quelqu'un qui donne abri aux livres et qui les fait revivre, comme cette magnifique réédition. Maurice Hollander, vous êtes avec nous. Je ne vous vois pas. J'ai l'impression que oui. Bonsoir. Voilà. Bonsoir Maurice. Bonsoir, ravi de dialoguer avec vous. Vous êtes donc historien, travaillez à l'école des hautes études en sciences sociales, et vous êtes effectivement l'éditeur de la Bibliothèque du XXIe siècle, qui normalement n'édite pas ce genre de livre. Au fond. Donc cette question est une façon de vous faire dire le lien qui vous unit à Edoui et la façon dont c'est fabriqué au fond ce livre, sa genèse. Alors avant le lien avec ce livre et Edoui, c'est le lien avec vous, avec Bruno Tackels, avec toutes celles et ceux que j'ai rencontrés numériquement depuis plusieurs mois. Je vais y faire allusion dans un instant, mais j'aimerais
il faut à la fin de cette soirée saluer vos équipes nombreuses, multiples, institutionnelles et numériques aussi. J'ai eu des contacts avec Émile Servia, qui est celui qui nous permet en ce moment même de nous entendre et de nous parler. Enfin, c'est une manière de dire que je ne peux pas nommer tout le monde, mais il faut remercier le grand nombre d'amis, de collègues que vous avez autour de vous, sans oublier vos invités, Michael Levy, Denis Péchanski et bien d'autres. Alors, ce n'est un secret pour personne, vous le savez, je suis ni spécialiste de Benjamin, ni de Lisa Fitko, et au fond, ma présence ce soir est un peu celle d'un passager clandestin. Mais un passager clandestin, c'est aussi en résonance avec ce que votre prix signifie entre Walter Benjamin et Lisa Fitko. Alors, un demi-mot, parce qu'il est tard et qu'on va aller vite à cette heure-ci, pour vous faire une confidence que je n'avais jamais faite à Edoui. Je m'étais dit que ce soir, avec toutes celles et ceux qui sont réunis, et Edoui aussi, je voulais simplement, vous me demandiez comment ça s'est passé pour la réédition de ce livre. Ben voilà, au moment où Plenel m'a incité à rééditer le livre de Lisa Fitko dans la belle traduction de Léon Marcoux, je faisais quoi? Au moment où il a dû m'en parler, soit parce qu'on se voyait, soit au téléphone, je ne sais plus. À ce moment-là, j'étais simplement égaré dans mes vieilles archives liées à ce vieux livre aussi, Les Langues du Paradis, et je suivais une piste que je n'avais jamais explorée. Il y a dans Les Langues du Paradis un chapitre qui s'appelle « Les voyelles de la Providence », donc le clou, si on peut dire, ou la vedette, est l'abrégé de la grammaire hébraïque de Spinoza. Et j'avais repris la grammaire hébraïque de Spinoza. Pourquoi? Parce que j'avais trouvé des textes que je ne connaissais pas au moment des Langues du Paradis, des textes de Benjamin, et notamment ces pages écrites en 1916 et qui sont considérées comme une lettre à Scholem, Scholem dont le nom a été cité par Mona et Kim Benjamin, et j'ai été frappé par un souci commun de ne pas faire d'exégèse biblique, ni non plus de considérer la Bible comme un texte révélé. Cela aussi bien pour Benjamin que pour Spinoza. Quand je dis que Benjamin ne souhaite pas que la Bible soit un texte révélé, il faut quand même la peine de rappeler aujourd'hui que la révélation biblique joue encore un rôle politique, je dis bien politique, dans les grandes cultures chrétiennes, puisque hier soir encore, on a vu un président des États-Unis, très bien élu, heureusement, mais un président des États-Unis qui prête serment sur la Bible. Alors, Spinoza s'inscrivait déjà, peut-être, comme Benjamin, dans cette tension entre le désir d'une double approche hétérodoxe, en effet, à la fois une mystique de la langue du nom et pourtant une analyse radicalement séculière de la langue hébraïque, du moins pour... Et je peux vous dire qu'au temps de Spinoza, de s'occuper de l'hébreu dans l'Occident chrétien en souhaitant que l'hébreu soit une langue séculière, c'était pas évident. Si ça peut intéresser certains d'entre vous, et puisque nous avons aussi la chance d'avoir une libraire ce soir, Elisa Iglesias de la librairie de Perpignan, il y a un très beau volume du CNRS qui vient de paraître simplement sur Spinoza grammairien, c'est un volume collectif. Donc entre Spinoza et Benjamin, d'une certaine manière deux fugitifs qui surplombent l'histoire de c'est là où j'étais. Vous me demandez comment ça s'est passé pour Lisa Fitko, j'étais dans cet esprit-là, quand même aussi déjà avec Benjamin, au moment où Edoui m'a dit qu'il fallait absolument rééditer ce livre, Lisa Fitko. Et bon, j'en ai parlé au seuil, ça n'a pas été trop compliqué, même si ça a pris trop de temps. Je serai encore plus bref pour dire non seulement merci pour le prix que vous avez donné à ce livre, mais en soulignant que ça a été une histoire et une aventure avec vous, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vraiment peu banale, que d'apprendre soudain, au mois de mai 2020, en pleine pandémie déjà, qu'un livre que nous allions éditer dans la librairie du XXIe siècle au Seuil, il n'était pas encore sous presse. Mais il avait déjà obtenu un prix. Alors je leur ai dit au Seuil, vous voyez bien, c'était une bonne idée, vous n'avez jamais eu un livre non édité
qui déjà un prix. Bien sûr, vous le savez, le jury connaissait le livre. Heureusement, bien sûr qu'il connaissait. Il l'avait lu en allemand en 85 chez Hanser. Il l'avait lu en 87 dans l'excellente édition de Marensel, toujours la belle traduction. Il n'empêche que je peux vous dire, il y a eu une sorte de coïncidence multiple, pas seulement Spinoza et Benjamin, mais là, de recevoir un prix pour un livre non encore édité, prix qui n'existait pas encore, puisque né d'une dissolution en bloc d'un autre prix. Et c'est vrai que dans les premières lettres que j'avais reçues de Bruno Takels et d'Hélène Pétavy, l'une et l'autre évoquaient la décision qui avait été prise aussi en 93 de faire un appel à la vigilance. Un dernier point, un addendum un peu technique. Grâce à Madeleine Claus, j'ai reçu le 8 novembre dernier une lettre de Sabine Kérami qui m'écrit que son père est cousin de Lisa Fitko, autrement dit que leur grand-mère maternelle était sœur. Il est tard et je ne vais pas le faire, mais ce sont de très très belles et longues lettres pleines d'informations et je les aurais d'autant plus citées, je ne vais pas le faire, que Sabine Kérami m'en a donné l'autorisation. Je ne retiens qu'un seul point parce qu'il est important, et là vous allez voir que je passais ma vie à dire que je suis pas éditeur, je le suis quand même, un addendum, le voici. Je cite sa première lettre, « Permettez-moi de vous indiquer une erreur dans la notice biographique, page 365, deuxième ligne. La tante de Lisa Fitko s'appelait Malvina Chalek. Son destin, écrit Sabine Kérami, me tient particulièrement à cœur. Elle a été déportée d'abord de Prague à Térésine le 8 février 42, puis le 18 mai 44 de Térésine à Auschwitz, où elle est probablement morte, assassinée en septembre 1944. Fin de citation. Bien sûr, vous le savez, dès que ce livre sera réimprimé, et notamment grâce à Elisa Iglesias et à sa très belle librairie à Perpignan, eh bien, la correction sera faite. Un tout dernier mot pour vous dire que celles et ceux qui seraient intéressés de prendre connaissance un jour de toutes les informations très nombreuses qu'il y a dans ces lettres, bien sûr, ces lettres, je les déposerai dans mes archives à l'IMEC. Je voulais faire ce petit point, mais s'il y a d'autres questions, vous nous le dites. Merci beaucoup, Maurice. Merci. Donc, on est dans une succession de cadeaux et de surprises. Oui, Edwy. Je voulais juste allez-y. faire une très brève résonance avec ce que vient de dire Maurice, parce que Maurice est très discret. Vous savez, l'avantage des petites nations francophones, c'est qu'elles peuvent en remontrer à cette grande nation prétentieuse. Maurice est français et belge, bon, voilà, et il nous regarde là depuis Bruxelles. Pourquoi je vous dis ça? C'est que, au-delà de l'affection, et il y a des coups de foudre amoureux en amitié que j'ai avec Maurice, pour Maurice, il a évoqué cet acte fondateur que fut l'appel à la vigilance que j'ai accompagné à l'époque dans les colonnes du Monde. Et qui est un texte qu'il faut relire, et au-delà de ça, qui est un geste plutôt qu'un texte. Et qui aujourd'hui, que l'on parle de la banalisation, de la dédiabolisation, enfin de tout ce que nous vivons, hein, où, au fond, des mots, des concepts, des hégémonies culturelles, des discours, des idées, des actes venus de l'extrême droite sont passés dans le langage courant, y compris médiatique, sans parler même de la vulgate politique. Eh bien, ce texte restera au même titre que j'accuse, les temporalités ne sont pas les mêmes, mais ce texte initié par Maurice et accompagné par toutes sortes de personnes qui l'accompagnaient à l'époque, je pense notamment à Vernon, je pense à Umberto Eco, ce texte restera comme le texte prophétique, et là on est dans la dynamique benjaminienne, qui nous disait, il aura 30 ans dans peu d'années, qui nous disait à quoi il fallait faire attention. Hein. Comme le dira l'un des signataires dans une des interviews, on ne discute pas recette de cuisine avec un anthropophage.
On ne discute pas recettes de cuisine avec un anthropophage. Et cela résume beaucoup de ce qui se passe dans le débat d'idées, le débat médiatique, le débat intellectuel et évidemment l'action politique aujourd'hui. Donc, au-delà de l'affection tout bêtement sentimentale, je dirais, et c'est bêtement n'est pas le bon mot pour Maurice, je voudrais dire combien nous lui devons ça et combien cette réédition inédite dans une collection qui ne publie que des inédits normalement est une fidélité à l'appel à la vigilance. Deux petites choses, si je peux ajouter. Bon, l'anthropophage, merci à Edoui, c'était la formule, en effet, de Jean-Pierre Vernant. Je voulais pas trop rentrer dans nos liens de l'époque, mais en effet, Edoui nous a accompagnés. Il était au Monde à l'époque, c'était avant Mediapart. Et l'autre point, parce que Bruno Taquel m'avait posé la question de la réédition de ce livre, quand Le Monde récemment, pour la page qu'ils ont faite, vous avez vu, pour accompagner la sortie du livre de Lisa Fitko, m'ont dit mais pourquoi, c'est quoi ce livre? Je leur ai dit, vous commencez par poser la question à Edoui Plenel, et puis je vous répondrai moi, parce que ce livre n'aurait pas existé, vous le savez, sans Edoui Plenel. Et d'ailleurs, le deal entre nous était, tu veux que je le réédite? Je vais convaincre le Seuil, mais tu me fais un avant-livre du très beau livre de Lisa Fitko. Voilà. Et pour l'appel à la vigilance, puisqu'il faut rester démocratique et pédagogique, il y a beaucoup d'informations qui ont été reprises dans mon dernier bouquin qui s'appelle Singulier pluriel, et où il y a plusieurs chapitres sur l'appel à la vigilance. Merci à tous les deux, merci à tous. Il se fait tard en effet, mais je voudrais néanmoins, avant que nous nous quittions, qu'on écoute un dernier cadeau, et qui a encore à voir avec des histoires de généalogie familiale. Il s'agit d'un témoignage de la petite nièce de Lisa Fitko, Marissa Eckstein, qui est en dialogue avec Madeleine Klaus. Bonjour Marissa. Donc nous sommes très heureux, l'association du prix Walter Benjamin, qui a décerné le prix cette année à Lisa Fitko, ta grande tante, et d'avoir avec toi un petit peu Lisa avec nous. Donc pour commencer, peut-être tu vas nous expliquer où est-ce que tu te situes dans l'arbre généalogique de Lisa. Alors, moi, je m'appelle Marissa Eckstein. Je suis la petite nièce de Lisa Fitko, fille de Marlene Eckstein, qui était la fille de Hans Eckstein. Hans Eckstein était le frère de Lisa Eckstein. Ta relation avec Lisa, donc elle a joué un rôle important dans ta vie. Tu nous racontes un peu quel rôle elle a joué dans ta vie? En fait, Lisa était plus comme une grand-mère qu'une grand-tante pour moi, parce que mes grands-parents sont morts l'année que je suis née. Donc pour moi, oui, elle était une grande force de mon enfance et aussi dans mon adolescence. Lisa a été une enseignante de la liberté pour moi. Ça, c'est une petite photo de moi et Lisa en Chicago, en face de la lac. Et moi, j'ai presque, je sais pas, 3 ans. Et tu es dans une balançoire. Oui. Et elle fait de la balançoire, donc avec toi, elle garde ta poupée, non? Oui, c'est ma poupée préférée, c'est Rainbow Bright. D'accord. Mais tu vois qu'elle est toujours à la mode. Oui. Avec les grandes lunettes et les grandes lunettes de soleil, là. Oui. C'est vrai. Et je crois que tu en as une autre, non? Oui, j'ai... Là, tu es déjà plus grande. Ah, mais oui, attends. Ouais. Voilà. Ah oui, là, une autre petite. Donc, oui. Tu es petite, c'est toi debout? Oui, c'est moi et ma petite sœur. D'accord. Et Lisa encore en violet, très chic, les très grosses lunettes. Mais tu vois qu'elle parle avec les mains. Même oui, ah oui, ici même sur la photo. Oui. Ouais.
elle a discuté beaucoup avec nous. Elle était tellement enseignante. Elle jouait pas avec nous. C'était même plus une relation de discours et de nous faire penser. Donc elle vous traitait comme des adultes déjà enfants. Voilà, voilà, c'est ça. Ça, je peux très bien imaginer. Il y a une troisième photo, non? Oui, là tu es déjà. Toi, t'as quel âge là? Là, j'ai 16 ans. 16 ans, voilà. Et Lisa, c'est quelques temps avant sa mort. Hein? Oui, quelques mois avant sa mort. Ouais. On voit son âge, mais on voit qu'elle est bien présente. Elle était mentalement et physiquement, elle était en forme jusqu'à. Elle était en forme, elle était vraiment présente. Et vraiment têtue jusqu'à la fin. Tu sais qu'on est presque au même endroit ici on a déjeuné en 86 je crois avec elle là-bas, donc pas loin du tout, on est presque au même endroit. On était toute une tablée et c'était elle qui menait la discussion, c'était le point central. Hein, et tout le monde était aussi fasciné. Hein. Et pourtant, à côté d'elle, on avait une chanteuse catalane qui était aussi une forte personnalité. Mais Lisa, elle menait la barque. Hein. On voyait que c'était une femme forte. Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a donné pour la vie? C'était comme une grand-mère, donc les grand-mères, ça laisse... Moi, je remène dans... je suis... comme je dis... Grâce à Lisa, j'ai cherché mon propre voie en école, à l'université. J'ai trouvé aussi les textes de Walter Benjamin. À cause d'elle. Et toute l'histoire là, j'avais choisi, une manière de vivre intellectuellement ailleurs de l'université, mais avec la même certitude de moi-même et de faire les études de la vie. D'accord. Et d'ailleurs, et puis Banyuls aussi, pourquoi tu es à Banyuls? Tu peux nous dire un peu, parce que Banyuls c'est un moment important dans cette histoire, notamment avec Walter Benjamin. Et qu'est-ce qui t'a amené à Banyuls, toi? Parce que c'est pas la première fois que tu es à Banyuls. Non, c'est pas la première fois. Je suis venue ici le dernier août pour faire la randonnée, le F-route qu'elle a trouvé. Et après, je suis revenue pour faire la connaissance des gens qui a aidé Lisa et toute la résistance ici. Aussi parce que ils en étaient beaucoup. Ils ont été les gens de centre-ville, les vignerons, le maire, le maire. Et c'est impressionnant que comme petite ville des montagnes comme ça à Banyuls, toujours c'était très important comme frontière, comme une ville de frontières où les gens sont été fermés ou sont été toujours ouverts pendant la guerre. Ça m'intéresse beaucoup. Raconte-nous un peu le chemin. Donc tu as fait la F-route, comme tu l'appelles, le chemin de Walter Benjamin, comme l'appellent d'autres. Tu l'as fait donc l'année dernière, et toute seule, je crois. Hein? Oui, c'est ça. Peut-être c'était pas le bon choix, mais oui, je l'ai fait toute seule. C'était en août en plus, alors il faisait chaud. Mais c'était une belle expérience. Quand j'étais petite, elle me parlait avec les mots, mais elle me parlait aussi dans une manière sans mots. Elle était vraiment énergiquement fort avec moi. Alors ça tient quelque chose. Et quand je suis là
dans la randonnée, elle était là, c'était la même chose. Oui, oui, j'ai pensé beaucoup d'elle. Merci beaucoup, Marissa. Avec plaisir. C'était donc Marissa, petite nièce de Lisa. Généalogie, on sent que ça tient, oui, cette énergie tient Absolument. et se relie. Je vous remercie Dans le absolument monde chaleureusement. Dans le monde de Oui, l'après, un dernier mot, le mot de la fin. je ne sais pas quand il arrivera, ce monde, car la pandémie n'est pas derrière nous, mais dans ce monde-là, il faut qu'on fasse cette randonnée tous ensemble. Il nous faut des rituels On laïques, s'y des engage. rituels d'espérance, des rituels d'imaginaire. Voilà, et elle n'est pas si difficile d'abord, cette randonnée. Et il faut, moi je la fais chaque année, tout seul, comme chacun ses, voilà, ses repères, ses chemins. Comme Marisa, Et toujours fin août, début septembre. Faisons-la ensemble, tous ensemble. Faisons-la ensemble, prenons rendez-vous, on s'y engage.